C'est l'heure de votre grand angle. C'est l'affaire d'espionnage politique dont on parle à Athènes. Le chef du Parti socialiste grec, placé sous écoute à l'aide d'un logiciel baptisé Predator. Le chef des services de renseignement a démissionné. L'espionnage dans la vie publique, on en parle dans le grand angle avec nos invités. Le député européen Stelios Kouloglou depuis Athènes et Asma Mala, spécialiste de géopolitique et cybersécurité, enseignante à Sciences Po Paris ainsi qu'à Polytechnique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Mais d'abord, on va prendre la direction d'Athènes pour retrouver notre correspondante, Angélique Kourounis. Bonsoir. Alors peut-être un petit rappel des faits, Angélique. Cette affaire, tout a commencé quand Nikos Androulakis, qui est un membre du Parlement européen et député grec, se rend compte que son téléphone est espionné par un logiciel. Racontez-nous. Eh bien, c'était vers la fin du mois de juillet. Il s'est rendu compte que son téléphone était espionné. Il a demandé l'ouverture d'une enquête. Il a cherché à savoir, à croiser les informations. Et quand il a vraiment été certain que son téléphone était vraiment bien piégé, il est allé déposer une plainte. Mais la problématique, ça a été qu'au départ, les services secrets, les autorités grecques, le gouvernement a dit non, absolument pas, nous on n'est pas au courant. Si d'aventure il y a des gens qui sont surveillés, ce n'est pas de notre fait, mais c'est le fait d'entreprises privées, de gouvernements étrangers. Et ça fait un énorme scandale parce qu'à la limite, c'était pire comme déclaration. C'était de dire que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi en Grèce. C'est un peu ça le souci. Et puis il y a eu une enquête menée par des médias. Et là, on a appris que les services secrets étaient derrière tout ça parce qu'avant la mise sur écoute du chef de l'opposition socialiste, qui est le troisième parti du pays, il y a eu la mise sur écoute de 2 journalistes au moins qui travaillaient sur des dossiers extrêmement sensibles, la finance et les questions migratoires. Et là, pour ces 2-là, les services secrets ont dit oui, c'est nous, on les surveillait. Et c'est ainsi que le chef des renseignements, des services de renseignement a démissionné. Merci beaucoup, Angélique. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce grand angle. Je me tourne vers vous, Asma Mala. Vous êtes spécialiste des enjeux géopolitiques, de la cybersécurité. Peut-être une question technique. Un logiciel espion, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche et à qui c'est destiné normalement ? En fait, le cyberespionnage en général, et en l'occurrence les logiciels espions, il y a tout un tas de techniques. Et en l'occurrence sur le Predator, un peu comme sur le Pegasus qui était le scandale juste précédent, en fait vous recevez un lien sur WhatsApp, par mail, par SMS. Vous cliquez dessus parce que c'est assez bien fait. Et à partir de là, le virus, parce que ce sont des virus, s'implante et il est absolument invisible à votre usage. Donc en fait, ce virus-là est capable, de façon totalement invisible et surtout à distance, de capter l'ensemble de vos données de connexion, messages, coups de fil, coups de téléphone, ainsi que ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est pas simplement les métadonnées, c'est-à-dire simplement les données de connexion, l'heure de l'appel ou l'heure de l'envoi de tel ou tel texto, mais vraiment le contenu même des communications. Alors, je me tourne vers... on va tenter de rejoindre Athènes. Je crois que nous sommes avec Stelios Kouloglou, député grec, député au Parlement européen, proche de la gauche grecque et du parti Syriza. Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être une première question en termes de réaction. Vous êtes député. Comment est-ce que la classe politique a réagi à cette affaire d'espionnage ? Nous sommes choqués. Tout le monde est choqué, vous voyez. Parce que c'était pas... On connaît déjà que les 2 journalistes ont été surveillés, mais maintenant nous avons le chef d'un grand parti de socialistes qui a été surveillé. Et il a été surveillé par 2 méthodes. À la fois par la méthode traditionnelle avec la collaboration des services secrets grecs et aussi avec les prédateurs. Alors il voulait savoir tout sur sa vie privée. Le gouvernement voulait faire ça parce que c'est le gouvernement qui a procuré Predator. Il a trouvé les moyens de travailler avec Predator. Asma, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut croire qu'aujourd'hui, finalement dans le monde, puisque ce n'est pas la première fois qu'on apprend comme ça une histoire de logiciel espion, que tous les personnages publics peuvent ou sont espionnés ? Peuvent l'être, le sont, on n'en a pas une preuve formelle. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté, c'est l'opacité de savoir qui sont les clients, combien il y en a,
où est-ce qu'ils sont situés géographiquement, quels États, et surtout, on se rend compte que beaucoup de démocraties sont aujourd'hui clientes de ce type de logiciel ou d'entreprises, en fait, de cybersécurité ou prétendument de cybersécurité, et qui en réalité produisent, fabriquent des armes, en fait. Ce sont des cyber-armes d'espionnage massif. Et pourquoi massif? Parce qu'au-delà de simplement les personnes publiques, les personnages, donc les dissidents, les personnalités politiques, etc., aujourd'hui, par votre téléphone, on est potentiellement tous flicables. Et donc, c'est vraiment le système de surveillance de masse et puis les intrications entre public et privé, donc ces nouvelles répartitions de pouvoir entre les gouvernements et des entreprises privées. Et d'ailleurs, les leaders aujourd'hui sur le marché, sur les deux scandales auxquels on a affaire depuis un an, sont israéliennes. Et ça pose aussi toute la question de l'écosystème israélien dans le cyberespionnage, qui en fait sont en train d'installer une nouvelle ou de nouvelles modalités de surveillance massive. Alors justement, on va revenir là-dessus, sur le marché du renseignement, le marché international du renseignement, mais peut-être une question. Oui. Le renseignement, autrefois, ça a toujours été défendu finalement comme une prérogative régalienne pour pouvoir notamment lutter contre le terrorisme ou d'autres problèmes de sécurité. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce qui ressemble aujourd'hui à une dérive? C'est une excellente question, et tout simplement par la data, c'est-à-dire que la capacité à capter de la donnée sur l'ensemble des couches de ce qu'on appelle le cyberespace, c'est-à-dire à la fois de vos infrastructures physiques de connectivité, les câbles sous-marins, on se souvient du grand scandale entre le Danemark et les États-Unis qui en fait avaient mis sous écoute Merkel, etc. Donc entre États, mais aussi les États à l'intérieur de leur propre pays, en fait, sont capables aujourd'hui à bas coût. Parce que même si ce sont des logiciels qui sont relativement inaccessibles pour le commun des mortels ou le kidam, mais en fait, par rapport à toutes les techniques de renseignement qu'on avait jusque-là, qui supposaient des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources aussi de mettre des agents aux quatre coins du globe sur écoute, aujourd'hui, un simple logiciel avec ce qu'on appelle une scalabilité, c'est-à-dire un passage à l'échelle sur l'ensemble des téléphones, il suffit, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit pour qu'un virus, en fait, capte une seule faille dans un seul logiciel, Apple, Google, etc., pour pouvoir en fait diffuser sur l'ensemble du monde entier. Peut-être une question à Stelios Kouloglou à Athènes. Je crois que vous êtes toujours avec nous, que vous nous entendez. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une affaire comme ça d'espionnage public à Athènes. Il y a des contre-pouvoirs, cela étant dans toutes les démocraties. Est-ce qu'ils ont fonctionné? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fonctionné finalement en Grèce cette fois? Bon, vous voyez, parce que la plupart des institutions indépendantes ont été démantelées par le gouvernement Mitsotakis. Nous avons effectivement une version d'Orban balkanique. À certains aspects, c'est pire que le régime d'Orban en Hongrie, vous voyez. Et alors, il n'y a pas de contre-pouvoir suffisant pour contrôler le pouvoir. La justice est sous contrôle du gouvernement, les médias, et la plupart des médias aussi, ils racontent des histoires incroyables à ce moment-là, justement pour justifier la surveillance, tout ce qui se passe. Et alors les autorités indépendantes sont affaiblies, sous-financées, etc. Alors il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir pour contrôler un gouvernement sans scrupules. Asma, cette affaire semble être un symptôme de certains dysfonctionnements de la démocratie. Concernant la réglementation, est-ce qu'on en est, enfin, on en est où? Est-ce qu'il y a une réglementation internationale ou européenne? Je poserai peut-être la question tout à l'heure à Stelios Kouloglou. On en est où? Est-ce qu'il y a un no man's land juridique ou bien est-ce que des textes existent? Il y a, alors, un peu des deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'arrangement de Wassenaar qui date de 1996, qui essayait, mais qui est de la soft law en réalité, et qui essayait de donner quelques grands principes sur la question du commerce ce qu'on appelle des biens à double usage ou des technologies à double usage, c'est-à-dire et civils et militaires. À partir de là, il y a un règlement européen qui a été mis à jour en 2021 et à la suite d'ailleurs et pendant le scandale Pegasus et qui essaye finalement d'avoir une liste très exhaustive dans le contrôle des exportations de ce type de logiciels, c'est-à-dire de l'exportation de logiciels européens, car on en a aussi des champions européens, Nexa avec Amesis en Libye, des logiciels italiens, l'Italie est très bonne dans la construction de ce type de logiciels, donc vers l'exportation. En revanche, quand on a des logiciels
logiciels israéliens, donc c'est de l'importation en Europe. Là, en effet, il y a encore un énorme travail à faire en termes de réglementation. Et d'ailleurs, en avril dernier, a été lancée une commission d'enquête par le Parlement européen sur Pegasus et affiliés, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels espions, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement et les failles en termes de cybersécurité pour formuler des recommandations à cet effet. Le renseignement par des sociétés étrangères, par des États étrangers, c'est quoi? C'est une arme géopolitique? C'est du soft power? Qu'est-ce que c'est, en quelques mots? En tout cas, dans la stratégie israélienne, qui aujourd'hui a une ambition très claire de se positionner en leadership sur ce marché-là, parce que c'est un petit pays et parce qu'il a un contexte aussi géopolitique, on en parlait, je crois, tout à l'heure en début de journal, mais il a un contexte qui fait qu'il a une capacité aujourd'hui cyber à construire finalement cette plateforme-là et sur un continuum public-privé. C'est-à-dire que toutes ces entreprises de cybersécurité israéliennes sont d'une façon ou d'une autre affiliées ou proches finalement du gouvernement, en tout cas de l'État israélien. Souvent, dans la majorité des startups qui sont créées, on retrouve souvent des agents de ce qu'on appelle l'unité 8200, qui est l'unité de renseignement d'élite de Tsahal, etc. Donc vous avez ce continuum-là, et en effet, c'est un outil de soft power, ou en tout cas de cyberdiplomatie pour l'État d'Israël. Et d'ailleurs, ce qu'on a observé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une signature dans le cadre de l'accord d'Abraham, suivait derrière une signature avec NSO à l'époque, qui était la société mère de Pegasus, par exemple. Donc oui, ça fait partie d'un deal, visiblement, entre Israël et ses partenaires. Peut-être une petite dernière question pour Stelios Kouloglou. Vous êtes député grec. En quelques mots, il nous reste peu de temps. Est-ce que l'Europe peut être d'un recours dans ces affaires d'espionnage de personnalités publiques? En quelques mots. Oui, absolument. Il faut prendre des mesures nécessaires pour empêcher les méthodes pareilles et aussi aider les pays qui sont en danger. Et la démocratie est en danger, et je pense qu'en Grèce, la démocratie est en danger. Angélique, on vous retrouve, vous êtes notre correspondante. Peut-être en quelques mots très courts, les suites judiciaires de cette affaire, quelles sont-elles? Quelles peuvent-elles être? Eh bien, l'affaire va suivre son cours. On va déjà en premier essayer de savoir si la plainte va être reçue, si une enquête va être ouverte d'un point de vue judiciaire. En septembre, il va y avoir une enquête parlementaire qui va être ouverte. Mais tout le monde a très très peur que cette affaire soit classée, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que l'une des premières lois que le Premier ministre a fait passer, a fait voter en juillet 2019 lorsqu'il a été élu, a été que justement les services secrets passent directement sous son égide. Alors là, il dit qu'il n'était pas au courant, qu'il a découvert l'affaire en jeudi soir, que c'est pour ça qu'il a démissionné le chef des services secrets et aussi le directeur, le secrétaire des relations de son cabinet, qui n'est autre que son neveu. Peu de gens le croient en Grèce. Demain soir, il va s'adresser au pays via la télé. Merci beaucoup Angélique, merci à vous Asma Mala et merci à Stelios Kouloglou qui était avec nous depuis Athènes. C'est la fin de ce grand temps que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Dans un instant,